Bonjour et bienvenue sur France Canapé Culture. Les dessous du troll sont assis sur leur cul. Ouh, bonjour Arnaud. Tu fais sérieux là, Alex? Oui, je fais sérieux. Il y a un moment, faut arrêter de faire les départs où on est tout fou. Ouais. Donc bienvenue dans cet épisode des dessous du troll. On est dans le 91, 78. 90 ou 91, je sais plus. 90, d'accord, voilà. Et oui, effectivement. On change encore d'endroit parce que on arrive un peu dans les épisodes de fin de saison où on se balade un peu. Voilà. On se virait de chaque appartement et ouais, parce qu'il y a des petits trolls qui arrivent, qui font enfin, c'est mignon. Aujourd'hui, pour cet épisode-là, on va parler de 3 jeux, principalement Lewis et Clark, The Spoil et Prosperity. Blanc manger coco. Prosperity sera pour dans 2 semaines. Alors, pour rappel, vous pouvez nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, principalement. On est aussi, il y a des photos sur Picasa, mais c'est à l'époque de l'ancêtre de Google+. Le site c'est lesdessusdutroll.fr. Les vidéos sont retrouvables sur YouTube et Dailymotion. Mais allez plus sur Dailymotion, je pense que d'ici la fin de l'année, on aura notre kebab. Voilà. Donc c'est pas mal. Mais un kebab pour 10. Ce sera un gros kebab au moins. Ce sera un gros kebab. Ah, comme ça on sera tous malades le lendemain. Oh, c'est mal. Ce sera Blanc manger coco qui sera aussi hautain là-dessus. Ah, est-ce qu'on commence à bâcher Blanc manger coco dès le début, dès l'intro? Je pensais qu'on attendait la fin et sans laisser la surprise. Je prépare le fait que il sera tellement bâché par Jocelyn tout à l'heure que il faut que les gens ils se disent le méchant c'est Alex, le méchant c'est Jocelyn et ainsi de suite. Ouais. Voilà. Mais là on va parler tout de suite d'un très bon jeu, Lewis et Clark. Alors, la fiche technique de ce jeu qui n'est pas tout neuf, il est de 2013, et qu'il a été l'auteur, donc il a été autorisé par Cédric Chaboussi, illustré par Vincent Dutray, c'est édité par Ludonote, distribué par Asmodée, sorti en novembre 2013. Lewis et Clark. Vous êtes les responsables d'une expédition qui doit aller au plus haut possible derrière les montagnes. Ok, donc on parle bien des explorateurs, rien à voir avec Superman. Non, rien à voir avec Superman. Tu l'avais dit vite fait la première fois. Donc Lewis et Clark se situent dans l'univers des Indiens contre les Américains, mais pas du côté on est là pour aller tuer les Indiens. C'est mi-côté. Là, en gros, on fait une expédition pour aller explorer et aller au-delà des montagnes. Le but du jeu est de franchir une limite au niveau du fleuve. Quand on aura franchi cette limite, il faudra tout le monde finit son tour et celui qui est le plus loin, il a gagné. Cependant, ce jeu, pour rentrer dans le vif du sujet, c'est ni plus ni moins qu'un jeu de construction de paquets. Donc c'est du deck building, voilà. Mais du deck building totalement repensé différemment. Qu'est-ce que vous pouvez faire durant votre tour? Durant votre tour, vous avez des cartes en main. Ces cartes-là vont pouvoir vous permettre de faire des actions principales qui sont assez habituelles, qui sont d'acheter d'autres choses, de créer de la ressource, et ainsi de suite, de peut-être vous déplacer ou alors de faire des effets qui sont marqués sur les cartes. Ces cartes-là, vous commencez avec des cartes de base identiques à tout le monde, distribuées de la même façon, c'est-à-dire avec force 1, 1, 1, 1 et des forces 2. Mais sauf que vous allez être amené à acheter de nouvelles cartes. C'est un petit peu le principe du deck building repensé. Oui. Mais c'est pas directement. Quand on lit les règles, on pourrait se dire qu'en fait, il y a pas toute cette histoire de deck building parce que le but avec toutes les actions possibles te fait oublier la partie deck building qui est le centre du truc. Parce que tu as le fait d'utiliser des cartes, mais tu as aussi des petits indiens que vous pouvez utiliser pour faire des actions dans le village qui est au milieu. Et ce village, il y a une zone par action, il y a des actions où il y a plusieurs zones, où tu mets ton indien et tu fais ton action, et ainsi de suite. Tu te fais et à un moment tu te retrouves à acheter des cartes. Mais sauf que la mécanique qui est vachement bien et qui manque à certains deck building, c'est que tu as la possibilité d'acheter des cartes qui sont bien mieux que celles de base en te défaussant de cartes que tu as dans ta main.
directement. Ok. Voilà. Tu les recycles. Non, parce qu'elle est totalement écartée. Donc tu t'écartes une carte de base, ça te fait que l'achat de ta nouvelle carte va te coûter beaucoup moins cher. Ok. Voilà. Et directement, c'est pas une carte qui dit que tu peux défausser une carte. Non, c'est directement lors de l'achat. T'enlèves ta carte de base de daube et tu récupères donc un paquet qui est assez fin. Et en plus, tu assainis ton jeu, quoi. Tu assainis ton jeu. Surtout que quand tu joues une carte, elle reste, voilà, tant que tu l'as pas repris en main. Elle reste en jeu. Et qu'au moment de reprendre en main, tu vas devoir faire reculer ton bateau du nombre de cartes qui te restent en main. Et du nombre de comment ça s'appelle d'indiens que t'as en trop dans ton embarcation. Voilà. Donc en fait, ce qui est très marrant, c'est que les premiers tours, tu recules, et à un moment, les decks sont bien huilés, la mécanique est comprise par tous les joueurs, et tu commences à avancer d'un coup. Ok. Ouais. En fait, j'ai l'impression que c'est vraiment le deck building à l'envers, c'est que tu commandes pas ta main pour avoir des cartes de plus en plus patates, c'est vraiment t'espères avoir vraiment que les cartes les plus fortes et uniquement celles-ci. Celles qui combattent bien. Si tu dis je fais que du poney express, c'est une ressource, c'est poney. Et quand tu dépenses un poney de base, ça te fait avancer d'un certain nombre de cartes. C'est bien comme jeu en fait. Voilà. Et tu te fais un deck qui va récupérer des ressources poney et bien dépenser les ressources poney et ainsi de suite. Et il y en a d'autres qui disent non, moi comme j'avais fait, moi j'avais des cartes qui me disaient que je regardais le nombre de cartes que j'avais déjà défaussées et ça me faisait avancer du nombre divisé par. Voilà, c'est assez cortexien. C'est Minch et c'est Cortex, ils réfléchissent pour jouer au jeu. Ok, donc tu min-max un aspect et voilà. Tu te concentres là-dessus. Faut bien comprendre que tu ne vas pas avancer graduellement sur la piste de score. Tu vas reculer, tu vas rester un peu à l'arrière, et à un moment, pouf, tout va partir. Par contre, tu ne peux pas tout gagner en un seul tour, parce qu'il y a une subtilité qui fait tout l'aspect du jeu, vraiment que je trouve, c'est que de base, tu te balades sur une rivière, et sauf qu'à un moment, il y a des montagnes. Et les montagnes ont la particularité qu'ils ne peuvent pas être avancées de la même façon que la rivière. Il faut avoir une autre source. Faut vraiment de l'élan quand même. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que tu commences à faire ton combo, avoir quelque chose qui est très synergique. Tu t'avances 3 quarts du jeu en un coup tour. Et là, tu te retrouves devant les montagnes et dire merde, je vais devoir faire à l'ancienne avec les ressources de base pour avancer la montagne. Après la montagne, t'as un peu d'eau, et après t'as de la montagne, et après c'est fini. Okay. La montagne te casse ton combo original. La montagne casse n'importe quel combo du jeu en fait. Sinon le jeu se terminerait, tout le monde reste à -5 et dernier tour combo plus 50. Boom. Ok. Alors que là non, tu peux pas. Tu fais ton super combo qui fait waouh super, j'avance de 50 cartes d'un coup. Ah ouais, mais t'en as 30 et après tu tombes sur de la montagne, gros con. Et voilà, t'es coincé et t'es obligé de minimiser. Donc il y a un aspect vraiment qui pousse les joueurs à optimiser, mais en leur faisant un gros point d'exclamation, en disant attention, il y a quand même de la montagne, un garçon. Donc sinon tu vas tomber. Voilà. C'est un jeu qui n'est pas court, loin de là. Faut compter au moins 30 minutes par joueur, au moins 40 minutes d'explication, 30-40 minutes. Il est assez fun, il est joli, le thème est très poussé, c'est-à-dire c'est globalement cohérent. En termes de quelle part de hasard là-dedans? Il y en a un tout petit peu, mais en fait, la seule part de hasard, c'est que en fait les cartes nouvelles sont distribuées dans un ordre. Et que quand il y a quelqu'un qui l'achète une, hop, c'est remplacé par une nouvelle. Donc, encore une fois, si tu t'arranges, tu chopes la bonne carte au bon moment, t'es un peu avantagé. Mais encore une fois, c'est celui qui gagnera sera celui qui jouera le mieux, comme de base. Et est-ce que un joueur, par exemple, peut monopoliser une couleur ou une stratégie, ou est-ce qu'il y a suffisamment de cartes pour permettre à plusieurs personnes de l'utiliser? Oui, non, c'est assez vaste. Hein. Donc, c'est assez vaste. Maintenant, on va parler des trucs un peu moins bien. Il y a plein de sigles sur les cartes. Elles sont pas toutes très compréhensibles. Ce qui se fait que tu vas te réaller beaucoup de fois la règle pour ces nouvelles cartes spéciales. Que c'est le concept pour les nouveaux joueurs qui découvrent le jeu est assez coinçant en fait. C'est-à-dire que tu ne comprends pas exactement ce que tu dois faire.
Voilà. Surtout quand tu vois que tu fais les premiers tours et que tu vois que les adversaires aguerris, alors que ton objectif c'est de dépasser une limite, bah ils s'en éloignent. Ça fait bizarre. Voilà. Surtout que tu n'as pas une relation de 1 pour 1 au niveau des effets. T'as pas un effet qui te fait que t'avances de 1. Non. Tu vas avoir un effet qui va te permettre de récupérer une ressource qui va permettre de récupérer quelque chose qui pourra permettre d'avancer peut-être. Mais sauf que si t'as pas joué tout dans le temps, t'avances de 2 et tu te retrouves à devoir récupérer tes cartes, mais t'en as 3 en moins, donc tu recules de 3. Donc t'as fait -1 durant ton tour. Ok, je comprends le mécanique de combo. C'est pas de la synergie, mais vraiment un enchaînement d'actions. C'est ça. C'est qu'il faut bien faire dans le bon ordre, bien réfléchir. Donc c'est un jeu, c'est du gros jeu, très cortexien. Il faut une bonne partie pour les joueurs non aguerris pour qui s'y mettent un peu, parce que sinon ils vont se retrouver à faire des trucs. C'est vachement bien. Ah, j'avais oublié la règle de je recule si j'ai des cartes en main, si j'ai des ouais. Mais bon, c'est toute l'idée de ce jeu-là. Donc n'hésitez pas il est pas très simple à trouver par contre actuellement, mais il est sur Ocaseo et compagnie, donc faut pas hésiter. C'est du bon poulet de l'Indien. C'est un bon poulet tandoori. C'est un bon tomahawk. Oui, t'as switché de continent. Mais oui, non, mais c'est ça. Est-ce qu'on a un autre jeu sur un autre continent histoire de faire une transition à peu près qui se tienne? Non. The Spoil, c'est sur tous les continents. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a des chats. Il y a des petits chats et tout est écrit en lead screen. Donc voilà. Donc on enchaîne avec moi-même et Charles. On va un peu parler de The Spoils, qui est un jeu de cartes à pseudo collectionner. Voilà. À tout de suite. Alors, on va commencer cette critique de The Spoils, enfin, si j'ose dire. The Spoils. Ouais. Donc merci, Ludo. Oui, merci à Ludy World, qui est le seul distributeur, à nous envoyer un jeu. Encore vivant. Ah non, c'est pas ça. Non, le seul distributeur qui est de ce jeu, en fait, en France. Voilà. Donc, et de tous les jeux, en fait, un peu, obscurs, on va dire. Voilà, il faut les remonter. Et du coup, Du coup, oui, c'est le seul distributeur, ça prouve un peu son amour du jeu. Je pense qu'il est amoureux de ce jeu-là. Ça se ressent, c'est rigolo. Donc, c'est un jeu de 2 à 6 personnes. Non, c'est un jeu à 2. C'est les 6 personnes, c'est pour la version multi, et ça non. Bon, d'accord. Voilà, ok. Dit tout de suite. Comme ça, c'est dit. Non, c'est vrai que les versions multi en carte, on en reparlera, mais c'est jamais de la vie. C'est jamais terrible. Pour 13 ans plus. Ouais, exactement. C'est ça. C'est des parties qui durent environ 30 minutes. Peut-être moins, même, ça dépend en fait. C'est pas comme un Rootpie, un peu comme tout le monde, comme tous. Alors, là, il va falloir être tolérant avec ma prononciation des noms. C'est un jeu qui a été fait par Josh Litt, Ken Pilecki, je sais plus, qui est édité par Arkane Timen et qui est distribué par Ludy World, on en parlait. D'ailleurs, je vais en profiter de cette émission pour réparer une injustice qui a été faite. Ludy World a aussi envoyé le jeu de Game of Thrones et on leur remercie pour ça. Le jeu de cartes. Voilà. Ah oui, tu l'as acheté. Oui, je l'ai acheté. Il y avait un moment. Non, mais bon. Donc voilà. Ok, on est d'accord. Donc du coup, on va parler directement du jeu en fait. Oui. Comme ça. Donc c'est un jeu qui est disponible en France uniquement en anglais. Oui. Parce que effectivement, quand t'as qu'un seul distributeur, t'as peut-être pas forcément les moyens. C'est même pire que ça, c'est que le packaging est totalement en anglais. Oui. Il n'y a pas de règles en français éditées officiellement. Alors officiellement non. Par contre, tu peux les. Alors est-ce que oui, sur tu les trouves, ouais. Fait par un certain Ludo. Ouais, voilà. Typiquement, qui fait marcher sa communauté à lui tout seul. Exactement. Donc oui, des règles un peu compliquées à traduire, on va dire, avec les cartes. Bon, il faut quand même être plutôt compréhensif de l'anglais. Enfin, il faut connaître un peu cette langue-là qui est un peu bizarre. Avec plein de mots bizarres que j'ai jamais compris vraiment. Mais bon, à passer cet aspect un peu obscur des règles, tout simplement. On a un packaging qui est, d'après ce que tu me disais, plutôt riche en termes d'univers.
Ah oui, parce que l'univers est étendu, est bien écrit, etc. Le packaging en lui-même, c'est des cartes. C'est des cartes format, donc on va parler plus du design en fait pour ce cas-là. Le design, il est plutôt inégal en fait, en fonction des factions, parce il a un style pour chaque faction. Donc du coup, vous pouvez tomber sur un style qui vous correspond complètement et ou d'autres qui sont un peu c'est pas votre truc quoi. Donc il va falloir absolument qu'on parle de ces factions parce que c'est un peu c'est ça. Pour les joueurs de Wakfu TCG, il y a les bonnes cartes et les cartes d'Ancestral Z. Voilà. D'accord. Cette référence, je ne l'ai pas comprise. Hein. Excusez-moi. Du coup, on a 5 factions. On a alors mes préférés. Je vais commencer par là. C'est les chats administratifs. Je trouve ça énorme. C'est des gros chats avec plein de bijoux qui sont derrière des comptoirs et qui posent. Voilà, c'est ça. Non mais ton guerrier qui a 10 d'attaque là. Est-ce qu'il a vraiment eu le contrat pour m'attaquer? Il a pas le. Ouais, je te cours. Voilà. Hop, c'est tout. On a également du coup un jeu beaucoup plus commun, un peu plus Seigneur des Anneaux, un peu plus Tolkien si j'ose dire, avec des brutes, un peu des orques, des elfes. Ouais, j'en ai pas vu dans ce deck. Alors les elfes, ils écrivent en Litscript en 1337 en fait. Ah oui, alors là tu passes directement. Oui, alors il y a un autre peuple qui est les elfes, un peu comme des lutins elfes du Père Noël. C'est les lutins elfes du Père Noël. Voilà, qui sont un peu esclavagistes et que et du coup ça c'est un peuple qui pop. Et il y a plein de petits trucs, des mignons, des jetons, des tokens qui arrivent. Tout le nom des cartes est en lit. Pas toutes, je crois. Une bonne partie. Ouais. Et bon, c'est rigolo. Ah mais c'est chiant. Par contre, quand il faut les nommer, c'est un peu galère. 1, 3, 3, 2, 1, 2. Ouais, ça par contre, honnêtement, faut avoir de la mémoire, quoi. Mais bon, ça concerne qu'une partie du jeu, que si tu joues des cartes qui te demandent de nommer des trucs, c'est ça. C'est relativement limité. Après, pour souvenir, t'as les mechas, t'as les ninjas, t'as des ninjas qui sont un peu dans la mafia. Ninja pirate, je crois. C'est comme ça qu'il il réunit deux trucs qui sont censés te taper. Ils en font un deck. Et disons, c'est des gars qui arrivent, qui ont des voitures, des feuillets avec. Enfin, c'est un peu la corruption et le vice. C'est souvent des cartes qui sont portées sur l'attaque et sur la vitesse en même temps. Ouais. Ce que j'aime beaucoup parce que du coup, t'as un truc qui a 1 point de vie mais qui wipe la moitié des trucs quand même. Voilà. Et on a, alors ça fait tac, et on n'a pas parlé des mages. Là, t'as un truc qui est plus Cthulhu en fait, en termes de style. Donc c'est moi typiquement, je suis tombé amoureux du style des hommes chats et le reste me paraissait un peu plus si les elfes c'est rigolo. Ah, les elfes avec tout leur Magitech, c'est quand même fun. Hein. Ouais, c'est fun. Mais typiquement les autres styles en termes de style pur me correspondaient moins quoi, plus bateau. Enfin bon, non sérieusement le style est très fouillis, très recherché par moment. Donc il faut savoir si ça correspond quoi. Du coup on va parler directement des mécaniques de jeu. Ouais. Donc c'est un jeu qui me plaît beaucoup sur certaines mécaniques qui sont vraiment plaisantes. Et là à partir de ce moment-là on va devoir obligatoirement en passer par une comparaison avec un peu de Magic parce que tenant du genre, etc. Et en même temps ça va être plus facile pour moi en termes de vocabulaire parce que The Spoil a son propre vocabulaire qui est pas forcément simple à retenir au début, mais après c'est un vocabulaire. Donc ce que j'ai apprécié dans ce jeu-là, c'est typiquement cette règle qui fait qu'on commence avec 2 manas, quoi qu'il arrive. Donc on prend pioche de mana, après on pioche des cartes et ainsi de suite. Ça c'est cool parce que j'en ai marre des parties de Magic. Oui, on a toutes les deux premiers tours qui servent moins. Qui servent à quelque chose. Oui, voilà, c'est ça. Quoi. Oui, tout à fait. Non, mais j'en ai marre de ces putains de parties de Magic où tu pioches une main à 7 cartes où il y a pas de mana, ou 1 de mana, tu mulliganes, t'as rien non plus, tu remulliganes et puis t'as fini tu te fais éliminer de ton tournoi parce que non, et tant mieux. Après, il y a 2 autres règles donc qui sont sympas. C'est que ce que j'appelle du mana, c'est une ressource de base pour chaque clan. On peut faire des decks avec plusieurs ressources de base, avec plusieurs clans, etc. Vous avez 2 règles principales qui est je paye des ressources qui sont déjà en jeu pour jouer une autre ressource.
vous avez une règle qui fait je paye des ressources qui sont déjà en jeu pour piocher. Alors pourquoi je dis ça? Parce que du coup, il va falloir payer pour mettre des ressources et vous ne piochez pas du tout. Vous n'avez pas d'action de piocher, sauf une exception. C'est une fois par tour, vous avez le droit de choisir entre je mets une ressource gratuitement ou je pioche. Au début du tour. Au début du tour. Donc ça fait un espèce de truc à la Magic où on pioche, mais c'est un peu variable, quoi. On fait vraiment en fonction de ce qu'on veut faire pendant ce tour-là, etc. Et ça j'aime bien parce que du coup, ces règles-là qui font que, tiens, j'ai vraiment beaucoup de ressources, mais j'ai plus de cartes en main. Au moins j'ai une règle pour faire en sorte que l'un te ramène des cartes en main, et quand t'as plein de cartes en main et que t'as plus de ressources, au moins tu peux jouer tes ressources, voilà. L'un dans l'autre, t'as toujours un truc à faire finalement. Ça c'est une très bonne chose. On avait le coût des cartes qui sont alors là sur les decks de démo qui est pas spécialement exploité. C'est en fait il y a un coût particulier, c'est en une seule ressource. Alors c'est différent. On va devoir mettre un certain nombre de mana, et dans ce nombre de mana là, il faut absolument avoir un certain nombre de ressources disponibles. Oui. Le seuil. Ça c'est intéressant. C'est une mécanique qui est présente assez en fait pour éviter de taper les ressources du mana, s'embêter à faire ça en fait. Ouais. Et puis ça te permet d'avoir si t'as plusieurs couleurs dans ton truc, de pas avoir les cartes les plus fortes qui demandent un certain ratio sur la mana de ta faction, quoi. Ouais. Donc ils peuvent écréner un peu le style comme ça. Moi je trouve ça intéressant. On a d'autres mécaniques qui sont communs. Alors le flip, jouer des cartes face retournée. Comme ressource pour le coup. Et non, WoW, tu n'as pas tout inventé. Pour ça c'est. C'était en même temps sorti. C'était WoW aussi. Non, c'était système. Enfin, parce que moi j'ai vu dans du Yu-Gi-Oh. Ah non, le système de trappes. Oui, c'est des trappes, mais des trappes, ouais. Mais c'est pas vraiment des ressources, ouais. C'est pas il y a pas de ressources dans Yu-Gi-Oh de toute façon. Oui, c'est vrai. Donc c'est problème résolu. Voilà, problème résolu. Bon, toujours est-il que ce système-là est un peu il revient d'ailleurs et c'est plutôt bien en fait. C'est un bon système. Du coup, on peut payer une carte alors on met une carte sur le ressource, ça veut dire qu'on va sur le dos, ça veut dire qu'on compte alors soit c'est une carte qui est prévue dans cet effet-là, soit on n'a vraiment pas de ressources. Ouais. Dans les deux cas, ça compte comme une ressource, mais pas comme une ressource, c'est une ressource un couleur en fait, voilà, c'est ça, sans affinité. Et des fois il y a l'effet trap qui te permet de retourner la carte, qui peut même d'ailleurs se payer elle-même. Ça c'est drôle. Faire un effet de flip. Ouais. C'est ça. Pour faire un effet de flip, et du coup elle se révèle en tant qu'une carte combattante la plupart du temps, et voilà. Donc ça c'est une capacité qui est rigolote. Sinon on a des capacités et des types sur les cartes, ça c'est très commun. De toute façon c'est un jeu de combat de créatures, hein, oui, ni moins. Ni plus ni... oui non mais voilà. Ça voilà. On retombe sur quand même des trucs qui sont acquis chez chaque personne. Alors là, il y a un vocabulaire commun à The Spoil. Il y a de l'embûche, je crois. Il y a du tactical. Il y a plein de. C'est exactement les mêmes choses que dans d'autres. Ouais. Bah oui, mais. Il y a juste l'histoire d'initiative qui est changée avec l'histoire de vitesse de créature. Ouais, mais voilà, et ça j'aime bien. Ça je trouve ça cool. Alors après, c'est chacun son truc, mais c'est vrai qu'il faut en parler de ça. Les créatures ont 3 pools de points. En comparaison à Magic où ils en ont 2. Ils ont la force et l'endurance comme à Magic. Ouais. Et ils ont la vitesse. Et la vitesse, ça correspond plus ou moins à l'initiative de Magic, en fait. Ouais, c'est une espèce d'initiative en fonction du plus gros nombre. C'est ça. Donc on a un combat, qu'est-ce qui se passe? On va prendre l'initiative la plus haute. Donc par exemple 4. Et sur la 4, ils agissent. Bon, moi j'attaque ça, tac, tac, tac. Ensuite, on va prendre celle du dessous. Il y a pas de 3, il y aura un 2. Voilà, tac, et ainsi de suite. Du coup, si vous avez, comme je disais, beaucoup de force et beaucoup de vitesse, vous pouvez tuer l'équipe adverse avant qu'elle riposte. Ouais, par contre, si vous avez, je crois que les chats ont beaucoup de ça, en tout cas dans le deck de base, ils ont pas beaucoup de vitesse, mais ils ont beaucoup de vie. Ah oui. Les tanks. Je crois qu'ils ont un peu de vitesse quand même. En tout cas, ils ont beaucoup de vie. Ouais. Et ils te collent des trucs assez vite, mine de rien. Des grosses baffes, en fait, si tu veux. T'as le gars un peu rapide qui le chatouille, et le chat qui lui en met une grosse. Donc voilà, il y a plusieurs peuples. Bon voilà, ça c'est dit. Capacité, engagement. Ah oui, l'engagement.
l'engagement qui est différent de Magic. Au lieu de, on met sur la carte. En fait, il y a une règle là-dessus, pour rappel. C'est, il faut que j'arrête d'essayer de te parler à toi parce que c'est à eux que je parle. En fait, dans Magic, ça a été breveté l'histoire de engager. Et dans tous les autres jeux, du coup, ils prennent autre chose. Sur H, on met un jeton dessus. Sur ce jeu-là, on les met en dessous de la carte du clan, je crois. Ouais, c'est ça, la carte de base. La carte de base. Je trouve ça malvenu, en fait. J'aime pas trop cette mécanique-là. Après, chaque joueur joue avec son propre façon de faire. Moi, j'aime pas trop, je m'embrouille vite, j'ai un truc qui bouge trop. Mes cartes, en fait, elles sont pas fixes et moi qui suis un maniaque et qui aligne un peu tout, j'aime pas. Voilà, c'est juste ça. Et oui. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour des mécaniques principales du jeu. Qu'est-ce que t'en as pensé? Alors, on le présente très clairement comme un copycat de Magic en essayant d'améliorer 2-3 trucs. Ouais. Qui est problème, mais pour moi, je m'éclate moins que à Magic parce que essayer de corriger des erreurs d'un jeu, ça fait pas un bon jeu en lui-même. Ouais, je vois. Voilà. C'est que la logique. Là, on se retrouve avec l'impression d'avoir une belle copie d'un élève qui a dit il faut que j'enlève les erreurs de ce truc-là, mais j'ai pas d'idée. Donc je vais mettre d'autres choses. Ah, il y a des idées, il y a de l'idée, mais il y a des trucs originaux quand même. C'est pas comme blanc manger coco. Ouais. Non mais donc c'est pas un problème, c'est que s'il y avait pas Magic, sans souci, ce serait vachement bien. Ouais. Mais voilà. Après, puis la communauté a pas pris. Non, ça c'est le vrai problème. Je pense que ça c'est un vrai problème. Le vrai truc, c'est que c'est un jeu qui est fait pas pour jouer en construit, mais pour faire du draft. Oui. Depuis le début, il a été pensé pour ça. Les cartes sont équilibrées pour ça. Ouais. Ce qui fait que, et puis le packaging de vente est pour ça, hein. C'est la boîte, c'est les 24 boosters pour drafter directement à 8. Voilà, c'est t'ouvres une boîte, il y a tout pour jouer. D'accord. Voilà, ça qui est bien. Oui, c'est ça. Donc c'est plutôt pour vendre sur le draft, et le problème aussi un peu de communauté pour le coup qui est mal implanté en France. Ouais. Un jeu pas traduit ne marchera pas en France. Ouais, c'est bête quand même. Ou alors il marchera très dans quelques petites boutiques, principalement Parkage parce qu'ils aiment bien faire ça. Oui. Mais ça prendra pas plus que ça. Ça va vivoter pendant quelques mois et après ça fera plus rien. Moi je trouve qu'il corrige quand même pas mal d'erreurs de Magic et en ça j'aime bien. Ah oui, ça. Après, il le fait, hein. C'est très clair. Non mais c'est vrai, hein, le problème de ressources est corrigé. Mais vraiment. Le problème d'attaque est corrigé. Ouais. Donc très dynamique, très assez fun à jouer finalement. Ce problème-là de communauté, c'est vrai que c'est bon. Voilà. Si vous êtes un groupe de potes à 4-5 et que vous voulez vous lancer dans un jeu vraiment sympa, moi je le recommande. Oui, surtout qu'en plus il y a l'équivalent de Magic Card Market qui s'appelle Spoil Market. Ouais. Et que qui est très actif, je crois. Non, il est pas actif. Ah bah voilà. Mais par contre, c'est que actuellement se monter un deck ultra compétitif coûte rien. Oui, alors ça, oui, ça. Donc, ça c'est sûr. Mais après, il faut trouver des gens. C'est ça. Bah oui, non, mais si tu connais déjà, si t'es un petit club, que tu veux te lancer dans un truc, que Magic, ça te saoule parce que effectivement il a des problèmes et qu'il y a un autre jeu qui est bien. Va dans Dice Master. Il y a de ça aussi. Ouais, voilà. Il y a plein de concurrents, mais The Spoil est une vraie opportunité, surtout que ça coûte pas très cher. Ouais. Dice Master, ça va encore, je crois que ça se lance. Ouais. Mais The Spoil, pour le coup, vraiment, vous pouvez vous faire un truc, un vrai kiff, quoi. Bon, voilà. Ça sera le mot de la fin. Ça fait partie de ces jeux de cartes à collectionner. Il y en a plein. Hein. On pourra vous parler bientôt ou plus tard, j'imagine, peut-être de EVE Online TCG, de Naruto TCG, de La Passion du Christ TCG, je sais plus son vrai nom, mais qui est sorti quand on avait même pas 10 ans nous. Donc, excellent. Voilà. Donc il y a de quoi. Christ. Ah, c'est bon ça. Non, il faut absolument qu'on fasse ça. Du coup, voilà, c'était la fin de la critique de The Spoils et on enchaîne avec blanc du lait de coco, du blanc manger coco. Hein, je pense que bon, on est. Allez, Jocelyn, préparez-vous psychologiquement, il va dire plus de gros mots que moi.
Salut à tous. Donc cette fois-ci les amateurs ont dégagé. Ça tombe bien parce que franchement j'en pouvais plus leur présentation à deux ronds. Donc vous êtes avec Vincent et moi-même Jocelyn pour parler de Blanc Manger Coco. Donc comme ils l'ont peut-être subtilement laissé entendre dans les critiques précédentes, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas appris un jeu pour lui déboîter la gueule. Oui, c'est interdit au moins de 16 ans, cette critique. Le jeu est interdit au moins de 16 ans, voire 18. Et mon vocabulaire sera aussi interdit au moins de 16 ans, voire 18. Tu crois que ça va censurer, tu penses, sur YouTube? Ça pourrait être drôle. Mais j'ai jamais fait d'émission en morse avec les bips. Mais bon, du coup, on va commencer par parler des règles de ce jeu. Vincent, est-ce que tu veux nous présenter les règles de Blanc Manger Coco? Alors, déjà pour faire simple, Blanc Manger Coco, c'est un cocktail game, à savoir un jeu vrai. Non, c'est pas un cocktail game. Ce cocktail game, c'est un. Non, un jeu d'apéro. Qui fait des bons jeux. Pardon, voilà, j'ai traduisé en anglais. Un party game. Un party game, voilà. À savoir un jeu normalement qui est assez simple à expliquer. En 5 minutes, normalement, tout le monde sait jouer. Et voilà. Oui, tout à fait, ça. C'est pour ça que, en fait, Blanc Manger Coco est un jeu facile à appréhender. Le règle est très simple. Chaque joueur, sauf celui qui va mener le tour, aura 12 réponses. Ça peut aller de, comment on appelle ça déjà je crois que c'est 11, c'est des cartes, c'est des mots, des groupes de mots. Ouais. À connotation pas forcément politiquement correcte. Voilà, c'est ça. Vous aurez comme réponse les noirs, les juifs, le foutre, la manif pour ce tous, contre-foutre de l'égalité homme-femme, les politiques de gauche, voilà, ce genre de mots réponses. Voilà. Et, celui qui est le maître de ce tour, il va poser une question parmi toutes les 4 questions. Enfin, il va approcher une et il va donner une phrase avec des trous. Par exemple, tous les matins, je fais Et là, tous les joueurs doivent remplir ce trou avec leur carte. Voilà, donc c'est évidemment quelque chose qui vous incite à faire des blagues l'humour noir, douteuses. Voilà, si la phrase à trous, la question c'est il faut brûler 3 petits points, bah là vous allez vous retrouver avec des noms de célébrités, des ethnies, des religions, voilà, donc vous allez devoir taper sur quelque chose. Et essayer d'en faire rire le maître du jeu pour qu'il vous accorde le point. C'est ça. Et si vous gagnez, vous êtes en plus meneur de la prochaine round, enfin voilà. Du prochain tour. Bon, ceci dit, c'est pas un jeu, enfin c'est vraiment un jeu qui pousse à l'humour noir, donc à éviter avec les personnes un peu trop puribondes et les enfants. Surtout les enfants. Bon bref. Et voilà, c'est tout pour les règles. Oui, et sachant que celui qui a 3 points, normalement, c'est celui qui gagne la partie. Voilà. Donc des règles qui devraient vous rappeler une autre critique qu'on a fait il y a pas très longtemps, comme quelques temps maintenant. Cards Against Humanity, puisque c'est exactement le même jeu. Donc Cards Against Humanity, c'était la même chose, c'était des cartes noires avec des trous ou des interrogations qu'il fallait remplir avec des cartes blanches de réponse. D'un goût douteux, et c'était assez fun parce qu'on se retrouvait à faire des associations à base de cramer Valérie Damido avec Justin Bieber ou un truc comme ça. Ouais, et sachant que je crois que dans celui-là le point Godwin était plus facilement dépassé. Oui, alors Cards Against Humanity non, pas nécessairement. Blanc Manger Coco, je le trouve beaucoup plus cucu, pipi caca, bas de plafond. Mais c'est peut-être juste parce que Blanc Manger Coco me saoule au niveau du principe qui est de repomper mais mot pour mot le jeu. Les amateurs, ils la bouclent, merci. Donc repomper mot pour mot le jeu. Ouais, je suis un peu énervé quand ce jeu ça se sent, je me venge sur mes co-animateurs. Donc ils repompent mot pour mot le concept et ils disent le jeu. Alors Cards Against Humanity, c'est un jeu en Creative Commons avec droit de réutilisation commerciale, hein, c'est parfaitement le droit. Mais écrire dans la notice de jeu, qui est toute pourrie d'ailleurs, parce qu'il y a plein de trous dans les règles. On sait pas quoi foutre avec les cartes qui ont 2 trous, on sait pas comment gérer les égalités. Enfin, il y a très peu d'explications. C'est vraiment le minimum syndical. Par contre, le seul truc détaillé, c'est quand ils disent que c'est une création originale et que tout le droit revient à eux. C'est de l'énorme foutage de gueule. C'est de la repompe d'un autre jeu, c'est même de la repompe de ta gueule. Alors non, pour une fois, c'est pas une insulte, c'est vraiment le nom du jeu. C'est de la repompe de ta gueule.
qui est lui-même une repompe de ce genre de jeu Cards Against Humanity. Sauf que là, ça revient strictement aux règles de Cards Against Humanity. C'est moins fun. C'est plus cher, non? C'est plus cher, c'est 30 €. Alors l'avantage, c'est que c'est existe en version boîte. Cards Against Humanity existe en version boîte grâce à un Kickstarter, je crois, qui a donc permis l'édition de boîte, mais aux États-Unis. La version française n'existe que sur Internet. Il faut aller chez l'imprimeur pour vous faire sortir votre jeu. Mais ça revient quand même moins cher que les 30 € de Blanc Manger Coco. Sachant qu'ils ont maintenant des extensions. Sachant qu'ils ont des extensions, effectivement, il y a 2 extensions qui sont la recave et poteau rentrant. La dernière étant sur le foot. Alors, pour les informations, donc c'est fait par Ibutatilus SAS, Blanc Manger Coco. C'est d'ailleurs la seule info que j'ai au niveau de l'éditeur, puisque je sais pas qui est l'auteur et je m'en fous puisque c'est pas vraiment un auteur vu que c'est de la recopie. L'illustrateur, je crois qu'il a pas mis son nom sur la boîte et il a bien fait parce que c'est bon, déjà c'est du texte et après les dessins sont assez dégueulasses. Et donc voilà, le seul nom que je vais vous donner, c'est le nom de l'éditeur, puisque ce n'est qu'un travail marketing. Ce jeu, que dire d'autre dessus? Ouais, il a le mérite d'exister en physique, donc il a 30 €, qui est 30 € trop cher hein, par rapport à Cards Against Humanity. Et les extensions sont entre 10 et 15 €, je les ai vues à 12 et 14. Ouais, et bon, on les a pas testés les extensions. Non, bah attends. Ils sont un peu moins chers quand même. Voilà, donc Blanc Manger Coco, s'il avait été original, il aurait été bien. Sauf qu'il l'est pas. Donc pour moi, c'est vraiment de la repompe. Donc non, c'est surtout qu'ils disent qu'ils sont originaux. Ouais, voilà. S'il y avait pas eu cette démarche de dire ça, ce petit mot en entrée des règles, j'aurais peut-être été un peu moins cassant. Il marche très bien ce jeu en France parce qu'il passe par tous les réseaux marketing à la mode. Il y a des youtubeurs qui leur font leur pub. Il y a du Kikou là qui en parle toutes les 5 minutes. Donc ça marche plutôt bien à la vente, ce qui est tragique. Donc oui, c'est un cas d'étude d'un point de vue marketing et commercial. Niveau ludique, c'est de la merde. Voilà. Puisqu'il y a rien d'original. Et c'est moins bien que l'original. Bah, je veux vraiment, on voit pas l'intérêt parce que même la traduction à la fan trad ou les fan trad de Cards Against Humanity ont plus de subtilité que ça. Alors certes, la subtilité sur un jeu d'humour noir, c'est pas toujours, bon, on cherche le point Godwin, quoi. On est là pour cramer des noirs et puis insulter Valérie Damido, mais quand même, on peut le faire avec classe. Ouais. Donc je tiens à préciser que ce ne sont que des résultats de jeu, hein. C'est pas ce que je pense vraiment. Ce que je pense vraiment, c'est bien pire. Bah, il faut y jouer pour comprendre aussi l'humour, c'est ça. Voilà, oui, si vous avez décidé d'être comment dirais-je, de bonne composition, de ne vexer personne, et de garder un humour propre sur vous, vous allez avoir beaucoup de mal à jouer à Blanc Manger Coco ou Cards Against Humanity puisqu'il faut choisir parmi des réponses qui de toute manière sont prévues pour vous foutre dedans, quoi. Donc allez-y, visez le trash puisque c'est ce qui va vous rapporter des points. Bon, voilà. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Non. Peut-être quelque chose de positif. Peut-être que c'est pas le jeu. Je veux dire, peut-être qu'il y a des trucs positifs à dire. Moi, je crache sur la démarche qu'ont fait les auteurs de cette repompe, mais puis ça faisait longtemps que j'ai pas démoli un jeu, donc là c'est l'occasion. On a dit qu'on le faisait pas dans ce podcast, on a menti. Non, enfin des choses positives, ça tourne, c'est tout. Il existe, ouais, voilà, mais il peut être fun hein, si vous connaissez pas Cards Against Humanity. Et tout le monde joue en même temps, ça que aussi bien. Enfin, oui, voilà. oui, comme Cards Against Humanity. Il y a un trend un peu, il y a un running gag là qui se met en place. Ok. Bon, ben voilà, donc ce jeu exploitait le point Godwin, on a découvert l'équivalent dans le milieu ludique, c'est le point Cards Against Humanity. Quand tu atteins ce point-là, c'est que tu es au point du non-retour ludique. Voilà. Bon, on va s'arrêter là. C'est la fin du 90. On se retrouve dans 2 semaines pour le 91 où on devrait avoir des bons jeux et pas des descentes en flammes. T'es sûr? Je crois. J'essaie de me rappeler le planning dans 2 semaines, mais il me semble que tout devrait bien se passer. Peut-être. On parle du Japon. Non, j'en ai un petit camarade derrière là. Ah oui, c'est vrai que oh, merde. Bon, bah du coup, on va bien se marrer pour cette fin de saison parce que le dernier, il va pas être triste non plus. Bon, on se retrouve dans 2 semaines. J'espère que vous vous marrez au moins à faire ce genre de critique. Nous, on se marrera moins à répondre à tous les mails d'insultes qu'on va recevoir. On vous fera une compilation, pas de soucis. Allez, à dans 2 semaines. Ciao.